Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur et chaque semaine je vais à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Si tu as envie d'entreprendre, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, si tu souhaites simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Mais je suis repartie de zéro, c'est-à-dire vraiment, je suis repartie, j'ai laissé mon diplôme dans un coin et je me suis dit, voilà, il faut réapprendre un autre métier totalement différent. Il m'a fait comprendre un truc formidable, il m'a dit, tu sais, le plus important dans la prévention, c'est pas le message, c'est pas le contenu, c'est pas la science que tu vas déployer, c'est la façon dont tu vas toucher les gens. Si tu touches les gens, à ce moment-là, il va y avoir un changement de comportement et la prévention et tes messages pourront commencer à avoir de l'efficacité. Mais c'était un truc qu'on ne voyait pas. Ouais. On ne voyait pas des AVC chez les gens jeunes. Et là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tu te crois un expert de la prévention santé, mais qu'est-ce qu'on fait sur la prévention de la santé mentale ? Et je termine par une phrase de Voltaire que j'adore qui dit « J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Bonjour, bienvenue et merci d'être présent pour ce nouvel épisode de Changer d'air. Je suis heureux de vous présenter l'invité d'aujourd'hui puisque c'est quelqu'un d'extraordinaire que je connais de ma précédente aventure entrepreneuriale. C'est le docteur Florence Bénichou. En plus de ses grandes qualités humaines et de son regard très affûté sur l'entreprise, Florence m'a impressionné quand j'ai appris en fait qu'elle avait eu 3 carrières différentes. D'abord, elle a été médecin hospitalier en cancéro, il y a 30 ou 40 ans, dans un monde dans lequel le cancer ne se guérissait tout simplement pas, donc elle a été très proche de la mort, elle a côtoyé la mort de très près, et on va en parler pas mal dans cet épisode à un moment. Sa deuxième carrière, c'était dans le monde de la prévention en santé, et donc là, elle a lancé son agence de prévention dans la santé, et on a en fait beaucoup parlé de ce que c'était communiquer, de comment on fait passer un message, comment on touche les gens. Et enfin, sur sa troisième partie de carrière, elle a été pionnière dans la santé mentale au travail. Elle a été témoin des premiers symptômes de stress, de burn-out, des problèmes de santé mentale en fait au travail dans les années 2000. Et donc, elle a lancé une entreprise qui s'appelle Better Human, qui propose des solutions justement pour garantir la santé mentale au travail. Ça peut paraître bateau, mais ça a fait partie des premières personnes à faire ça en France. Donc, on va parler du stress, de ce que c'est, comment le gérer. Avec son expérience de Better Human, Florence nous donne des clés et des outils pour manager, pour gérer une équipe, gérer une entreprise. Et enfin, on va parler un peu de santé mentale liée à l'entreprise, mais pas que. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florence et bienvenue au micro de Changer d'air. Bonjour à toi Clément, ravi de te voir et d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Merci de m'accueillir. T'habites pas à Paris, donc on a enfin trouvé un moment. Je suis très heureux d'être dans cet appartement. On avait déjà eu une discussion super il y a quelques mois. Je t'introduirai un peu plus dans l'introduction de qui tu es. T'as été médecin hospitalier pendant une première partie de ta vie. T'as ensuite été, j'ai mis manager, dirigeant d'une agence de communication liée à la santé. Et enfin, ta troisième partie de ta vie, t'as été chef d'entreprise, entrepreneur. On va un peu revenir sur ton parcours, mais pour te définir, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Sacrée question pour démarrer. Ouais. Ce que j'aime profondément, et je crois que c'est un des fils conducteurs de ma vie, c'est la curiosité, c'est rencontrer des gens, c'est apprendre des choses, c'est avancer. Donc ça, c'est vraiment important pour moi, tu vois, le fait d'être dans la rencontre, dans le fait d'apprendre et donc développer de la connaissance. Et dans la connaissance, je parle pas que de la connaissance rationnelle, c'est aussi la connaissance des êtres humains que nous sommes. Ouais. Et donc apprendre, à entrer en contact avec quelqu'un, en lien avec quelqu'un. Ça peut passer par les émotions, ça peut passer par effectivement du rationnel, mais en tous les cas, ça c'est ce qui me passionne, c'est cette curiosité. Et je pense que je dois ça en fait à sans doute, moi je reconnais aussi ça à mes parents qui m'ont donné cette envie-là dès la toute petite enfance en fait. Ça vient de loin, voilà. Trop. Donc la curiosité, l'évolution quasiment, je comprends, c'est le fait de constamment changer. Et c'est vraiment la question d'après, c'était comment était Florence enfant?
Et pourquoi est-ce qu'elle a pris ce chemin de la médecine? Ah, c'est très intéressant. Alors, le deuxième élément donc, qui va derrière la curiosité, c'est mon envie de toujours chercher à comprendre. Et je raconte ça parce que c'était un truc qui m'a marqué. Je me souviens, je devais avoir une douzaine d'années. C'est l'histoire de mon aspirateur. Et donc, j'étais à la maison avec un aspirateur qui ne fonctionnait plus. Et je démonte totalement l'aspirateur. Et tout d'un coup, ma mère arrive et voit son aspirateur en petits morceaux. Et là, elle hurle en me disant « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» etc. Je dis « Bah écoute, l'aspirateur ne marchait plus. J'ai voulu chercher à comprendre. » Donc, j'ai démonté l'aspirateur. J'ai trouvé la pièce qui manquait, enfin qui me semblait défectueuse. Je suis allée changer la pièce, ça a coûté 3 fois rien. Et je suis revenue et surtout, j'ai réussi à remonter l'aspirateur. Donc là, ma mère a enfin arrêté d'hurler en me disant « Mais… » C'était finalement une bonne idée. C'était finalement une bonne idée. Et quelque part, c'est cette envie de comprendre, en fait, cette envie toujours de chercher, parce que je me dis, j'ai fait de la médecine, mais j'aurais pu être ingénieur, je pense, j'aurais pu, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de démonter non seulement les objets, mais aussi les gens, en fait, quelque part, pour comprendre. Et peut-être pour les réparer aussi, parce qu'en démontant, tu peux… Exactement. Et l'idée de la réparation est aussi un sujet hyper intéressant. D'accord. Donc voilà un petit peu l'enfance que j'ai eue. J'étais pas une enfant extrêmement, comment je dirais, plutôt assez timide. Je lisais beaucoup, j'étais beaucoup dans la lecture, et j'étais une aînée, donc assez sage, on va dire. Voilà. Mais très très curieuse en fait, voilà. Et en plus de cette curiosité, du coup, il y a une confiance, parce que pour se lancer dans le démontage de l'aspirateur en se disant c'est comme ça que je vais le réparer, faut être un enfant quand même qui sait entreprendre et qui a confiance en soi, non? Je pense que je l'ai pas du tout vécu comme ça à l'époque. Ouais, toi tu t'y es allé parce que j'y suis allée parce que je me suis dit ça marche plus, je dois comprendre comment ça marche. Voilà. Et ça, c'est aussi donc dans la curiosité, mais dans le deuxième fil conducteur de ma vie, c'est vraiment cette idée de toujours chercher à comprendre les causes. Ok. Et donc, naturellement, t'as pris le chemin de la médecine alors? Alors, c'est pas naturel. Je vais être honnête avec toi. Moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de médecins, donc je reconnais qu'il y avait un temps d'atavisme familial chez nous. C'était pas passe ton bac d'abord, c'est tu fais médecine d'abord, et puis après tu fais ce que tu veux. Non, je rigole en disant ça. Mais il y a un peu de ça aussi, c'est vrai. Et puis on réalise, c'était pas forcément mon rêve à moi au départ, je pense honnêtement. C'était plutôt un peu le rêve de mes parents, comme parfois. Et mais j'ai beaucoup aimé ces études-là. J'ai trouvé ça passionnant. Parce que là, je me suis dit… T'as compris. Après, je me suis dit, comprendre le corps humain, c'est quand même le truc le plus génial. Quand tu démarres tes études de médecine, tu te dis, ouais, je vais jamais y arriver tellement c'est monstrueux de choses à apprendre et à comprendre. Et puis après un certain nombre d'années d'expérience, tu te dis, mais en fait, bon, c'est pas si compliqué que ça. Mais il y a encore tellement de choses qu'on connaît pas. Voilà. Donc ça, c'est aussi un deuxième petit cliquet. Donc oui, j'ai fait ces études, mais j'avais toujours dans la tête, moi j'aimais beaucoup les langues, j'aimais la politique, j'aimais les voyages. Et quand tu fais médecine, les 2 premières années, tu bosses quoi, et vraiment tu fais pas autre chose. Donc c'est très sclérosant, je trouve humainement. Et donc, une fois que j'ai été en 2e année de médecine, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Maintenant que j'ai eu le concours, en fait, j'avais même dit à mes parents, j'arrête médecine. Ça y est, je l'ai eu. J'ai montré que j'étais capable de faire comme tout le monde dans la famille, en gros. Et donc, j'arrête et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Alors là, je te dis pas lever de bouclier. Ils sont tous dit, mais elle est folle, etc. Ils m'ont dit, bon, allez, continue, mais fais ce que tu as envie de faire si tu veux. Et là, je me suis éclatée parce que j'ai fait un centre universitaire d'études politiques qui m'a conduit à faire Sciences Po pendant mes années d'études de médecine. Et c'était génial parce qu'à la fois, j'avais la rigueur scientifique, ce qui me plaît, parce que j'adore en fait ça, la compréhension du corps humain, et puis en même temps, l'ouverture sur le monde. Je comprends. Voilà. Parce que la médecine, c'est bien, mais je t'assure, ça peut être très sclérosant si on fait que ça. Et peut-être que… je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais j'ai l'impression qu'on apprend l'anatomie, mais comme tu l'as dit, il y a tant d'autres choses à apprendre sur le fonctionnement des sentiments, du fonctionnement de la psychologie qui est… Bien sûr. Alors, en fait, quand j'ai fait mes études, ça remonte à il y a quand même quelques années, les 2 premières années, tu apprends l'homme sain.
c'est-à-dire de la physiologie, de l'anatomie, la biochimie. Et puis ensuite, les 4 années suivantes, t'apprenais les pathologies, voilà, par organe. On découpait un peu le bonhomme, quoi. Mais on avait peu une vision holistique, en fait, des choses. Et ça aussi, c'était quelque chose qui me manquait. On avait très peu d'approches psychologiques ou sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la santé mentale. Et moi, ça m'intéressait déjà à l'époque. D'accord. Donc, tu fais médecine, tu fais en même temps Sciences Po. Donc, tu as une première carrière de médecin hospitalier. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris de cette carrière? Alors, en fait, le hasard des choix aussi fait que je me suis retrouvée dans un centre anticancéreux. Ouais. Alors, j'ai fait pas mal de stages avant. J'ai fait beaucoup de cardiologie, de médecine interne et de cancéro. Et j'ai beaucoup aimé la cancérologie parce que c'est un métier dans lequel tu apprends non seulement intellectuellement, mais tu tiens la main de gens qui meurent. Tu vois. Et ça, humainement, t'as pas beaucoup d'études qui t'apportent ça. Tu vois, apprendre à vivre les derniers jours et les derniers souffles de beaucoup de tes patients, parce que moi, à l'époque où j'étais médecin hospitalier en cancéro, clairement, on mourait beaucoup de cette maladie. C'était une maladie aiguë dont on mourait en quelques mois, quelques semaines. Okay. Aujourd'hui, c'est devenu une maladie chronique. On a quand même énormément progressé, c'est formidable. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, j'ai été très, très marquée par ça, en fait. Parce que j'ai vécu dans cette période-là plusieurs années où je voyais mourir 2-3 personnes par jour. Donc, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et à l'époque, on était très seuls. Il n'y avait pas de soutien psychologique, il n'y avait rien autour. Et donc, c'était... Est-ce qu'on vous formait à faire face à la mort? Pas du tout. Pas de formation, pas d'accompagnement, vraiment très, très peu de choses. Quand tu as 26, 27 ans et que tu te retrouves avec des patientes qui avaient 25 ans qui mouraient d'un cancer du sein, donc avaient quasiment mon âge. Tu vois, c'est très, très déstabilisant. Et donc, je me suis dit, et là, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, si je continue à faire de la médecine, je ne veux plus faire de la médecine comme ça. Parce que pour moi, c'était une sorte d'échec de mon métier, de me retrouver confrontée à la mort tout le temps. Et donc, je me suis dit, ça m'intéresserait d'aller faire de la prévention. Plutôt que d'arriver en bout de course, pourquoi pas agir plus tôt? Ouais, je comprends. Sauf qu'à l'époque, je suis allée voir mes maîtres de l'époque, je leur ai dit, voilà, je voudrais faire de la prévention. Ils m'ont dit en rigolant, ils m'ont dit, mais Florence, la prévention, c'est pas de la médecine. Alors là, grosse déception pour moi. Bah oui, embêtant. On était fin des années 80. Et je suis allée regarder ce qui se faisait au Canada, aux États-Unis, en Suède, où là, je voyais des pays où il y avait de la prévention qui se mettait en place. On est un pays très dans le curatif, nous. Ouais. C'est très... C'était genre en allant voir une exposition sur la médecine chinoise, il disait la médecine orientale, là où la médecine occidentale n'est que le soin une fois qu'on est malade, la médecine orientale est vraiment la prise le soin de son corps de façon générale. Et c'est un peu ce que tu décris en fait, c'est qu'en France on est sur une fois qu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait plutôt que la prévention en fait. Exactement. Et si tu veux, je dis toujours, moi on est très bien soigné si on fait un infarctus en France. Ouais. Mais si on veut éviter de faire un infarctus, il vaut mieux aller vivre en Suède. Voilà, ça, c'est un peu caricatural ce que mais pour moi, c'est exactement ça. D'accord. Avant de passer à cette partie prévention qui est la deuxième partie de ta vie, qu'est-ce que je trouve que la mort est un sujet sur lequel on n'en parle pas et c'est normal, c'est un sujet tellement dur, on n'arrive pas tous les jours, on n'a pas envie de se poser face à qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter quand même d'essayer de s'y confronter un peu? Ouais, alors ça c'est une vraie bonne question parce que si tu veux, la mort on la cache même dans notre univers. Et moi j'étais très très touchée parce que quand j'étais jeune médecin dans ce centre-là, j'étais quand même beaucoup confrontée à ça et j'appelais les familles pour leur dire attention, votre père, votre mère, votre oncle, voilà, il en a plus pour longtemps. Venez, c'est maintenant. Et les gens ne venaient pas. Wow. Par peur d'être confrontés à ça. Parce qu'effectivement, on a... et c'est déshumanisant pour nous, parce que la mort, ça nous réhumanise, en fait. De connaître notre finitude, ça nous humanise. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens meurent seuls à l'hôpital. Et peut-être un des points clés qui est intéressant, là, c'est que je me suis rendu compte à cette époque qu'en fait, il y a des gens qui savent mourir.
Wow. Et je dis ça parce que ça a été vraiment une de mes conclusions fortes. Je me dis que les gens qui ont bien vécu savent mourir. C'est-à-dire qu'ils savent faire venir leur famille, terminer, je vais dire presque, non pas joyeusement, mais savoir dire au revoir et s'en aller. Donc savoir mourir. Wow. C'est très fort. Et il y a des gens qui ne savent pas. Et c'est souvent les gens qui n'ont pas bien vécu d'ailleurs, qui savent pas mourir non plus. C'est dur de dire ça comme ça, mais c'est un peu ce que moi j'ai appris en fait, en tenant la main de tous ces patients là. Et puis j'étais jeune, donc j'étais aussi très révoltée. Ça m'est arrivé, tu vois, de voir des corps où tu vois le dernier souffle. Et je tapais sur le thorax en disant mais ça va repartir quoi. Il se passait plus rien parce que c'était la fin. Ouais. Mais c'était très injuste. J'avais ce sentiment d'injustice quoi. Ouais, je comprends. Et en même temps, ça a été aussi des moments formidables parce que j'ai eu des rencontres avec des gens que je connaissais à peine, tu vois, des fois, ils étaient là depuis 8 jours ou 2 mois et on avait des conversations et des contacts d'une incroyable intensité. Ouais, profondeur peut-être. Et profondeur, voilà. Donc c'est intéressant et je trouve que c'est dommage aujourd'hui qu'on marginalise la mort, qu'on n'en parle pas. J'ai 2 enfants, comme tu sais, et voilà, on a eu ma belle-mère qui est décédée, et on a vraiment passé du temps avec nos enfants à parler de la mort, à expliquer, à les accompagner, parce que ça fait partie de la vie. Ouais. Et la société aujourd'hui marginalise complètement ce sujet. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un sujet qu'on n'évoque jamais à ce micro, et je pense que c'est pourtant primordial. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, la mort fait partie de la vie, parce que c'est ça qui donne la valeur à ce qu'on vit aujourd'hui, sinon on pourrait... Pour revenir sur l'historique récent avec le Covid, on a redécouvert la mort, entre guillemets. Les gens ont eu peur de la maladie, mais ont eu peur de mourir. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de morts autour d'eux aussi. On a tous connu quelqu'un qui est mort du Covid. Et là, tout d'un coup, la mort est revenue dans la vie des gens, quoi. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une prise de conscience et des gens qui changent de métier, vont s'installer à la campagne et se disent « Oh là là ». Exactement, mais ça nous a peut-être aussi réhumanisés, et c'est ça qui est positif. C'est vrai. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci Florence. Et t'en as eu marre quand même, malgré tout ce que tu as appris de ça, et tu t'es dit « Je veux faire de la prévention ». Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, parce qu'en fait, à force de voir mourir des gens tous les jours, je t'assure, je me suis retrouvée confrontée comme à un échec de mon métier. Et je me suis dit, j'ai pas envie de voir mourir des gens tous les jours. Après, c'est un choix personnel, tu vois. Et parce que beaucoup de gens, par rapport à ça, soit se blindent, et on en voit des médecins qui sont très blindés, qui disent ouais, bah, c'est comme ça, voilà. Et moi, j'arrivais pas à me blinder, quoi. Donc je me suis dit, bah si je suis pas bonne là, il faut que je trouve un autre endroit pour aller, j'allais dire, essayer de mettre mes compétences à la disposition des gens. Et là, je me suis dit, bah faisons de la prévention pour éviter que les gens en arrivent au cancer. Donc j'ai eu la chance de rencontrer dans un congrès international un des premiers pionniers de la prévention, non pas du cancer, mais de la prévention cardiovasculaire. C'était un monsieur qui s'appelait Henry Blackburn, c'est un Américain. Il m'a dit une phrase très très forte, et il m'a dit un truc, il m'a dit, tu sais Florence, alors en anglais, avec un anglais pour moi de cuisine à l'époque, mais c'était vraiment super génial. Il m'a fait comprendre un truc formidable, il m'a dit, tu sais, le plus important dans la prévention, c'est pas le message, c'est pas le contenu, c'est pas la science que tu vas déployer, c'est la façon dont tu vas toucher les gens. Si tu touches les gens, à ce moment-là, il va y avoir un changement de comportement, et la prévention et tes messages pourront commencer à avoir de l'efficacité. Et là, je me suis dit, bah, dans ces cas-là, s'il faut que j'apprenne, comment est-ce qu'on fait pour toucher les gens? Et donc là, j'ai changé totalement de métier. Et là, je suis repartie en me disant, bah, il faut que j'apprenne à communiquer pour toucher les gens. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans le monde de la communication et de la communication santé, pour faire de la prévention cardiovasculaire, de la prévention du cancer, la prévention du diabète, de l'obésité, je dirais la prévention du mélanome, voilà. Tous les grands sujets de prévention, je les ai abordés, mais je suis repartie de zéro. C'est-à-dire vraiment, je suis repartie, j'ai laissé mon diplôme dans un coin et je me suis dit, bah voilà, il faut réapprendre un autre métier totalement différent. Et à ce moment-là, tes parents, ils t'ont baqué ou... Non, pas du tout, parce que j'aurais rien demandé, t'as été autonome. J'ai trouvé un job.
Et en fait, je suis rentrée dans une agence de pub spécialisée dans le monde de la santé. En tant que médecin, du coup? Oui. Ou avec cette casquette de médecin? Oui, avec cette casquette de médecin. Et j'ai appris vraiment le métier de la communication, à la fois vers les professionnels de la santé, mais aussi la communication vers le grand public. Et donc, à la fois, j'ai travaillé sur comment communiquer auprès des médecins sur un certain nombre de sujets. Et en particulier, j'ai travaillé pour l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, mais beaucoup pour la santé publique. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait par exemple tous les documents de la Fédération française de cardiologie, de la Fédération française des sociétés d'assurance. Donc j'ai énormément travaillé sur ces sujets de prévention. Et surtout, j'ai essayé de comprendre les mécanismes qui font qu'on arrive à toucher les gens. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est la communication. Et là aussi, c'est ma deuxième vie. Ça a duré une douzaine d'années presque. Donc tu vois, j'ai 10-12 ans, c'est des tranches de vie d'une douzaine d'années à chaque fois. Parce que je pars du principe que pour devenir un bon professionnel, il faut au moins 10 ans dans un métier. Comment on touche les gens alors? Alors comment on touche les gens? Ouais. Justement, c'est par des messages extrêmement souvent simples et qui touchent le cœur. Ok, c'est les émotions. Les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est Voltaire qui disait ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit apprendre par cœur? Parce qu'en fait, on ne retient que ce qui touche le cœur. C'est génial. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est vraiment ça. Et donc, qu'est-ce qui va toucher le cœur des gens? C'est pas en disant, et j'ai travaillé pendant des années sur les campagnes anti-tabac. C'est pas en disant, dans tabac tue, que les gens vont arrêter de fumer. C'est pas vrai. C'est en montrant des images. Alors, même pas les images. Non, je pense que c'est plutôt en touchant les gens. C'est-à-dire que... En racontant une histoire. En racontant une histoire et en disant, si demain tu deviens papa, tu vas arrêter de fumer parce que tu vas arrêter pour ton gamin. Tu vois? Parce que là, tu vas être touché. Et là, tu vas dire, je ne fais pas seulement pour moi, je le fais aussi pour quelqu'un d'autre. Ou parce que tu viens d'être toi-même touché parce que ton père est mort d'un cancer du poumon et que c'était un gros fumeur. Ouais. Et là, peut-être tu vas te dire, oui, je vais être touché. Okay. Voilà. C'est des moments comme ça, de rencontres. Moi, je dis toujours, le changement de comportement ne vient que de l'intérieur. C'est-à-dire que de soi-même. Ouais. On peut voir des tas de trucs, des tas de messages et à l'extérieur, ça ne nous touche pas. C'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard, ça glisse, tu vois. Alors que si effectivement, à un moment donné, tu es touché personnellement, à ce moment-là, c'est toi qui vas décider de changer. C'est génial. Enfin, Et c'est simple, hein. Ouais, c'est... Mais, donc tu ne peux pas, j'allais dire... Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, ça fait le lien pour moi avec la culture de la prévention que je trouve qu'on n'a pas en France. Et il y a des pays qui n'ont plus que nous, parce qu'il y a des pays qui, dès la jeunesse, dès l'enfance, responsabilisent beaucoup plus les enfants sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur le fait de ne pas fumer. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait en Angleterre, ils vont interdire le tabac pour tous les jeunes, en fait, qui sont nés juste après, je sais plus, 95, quoi, enfin, les moins de 15 ans. Donc, ils vont interdire le tabac. Wow. Alors, je me méfie toujours des interdictions parce que tu sais, c'est comme lors de la prohibition, quand il y a eu de l'alcool, là, c'est là où ça a explosé les consommations. Bon. Mais ils ont fait ça en Australie également, je crois. Alors, ils ont dit après, si t'es né après telle année, tu peux pas acheter du tabac. Exactement. Tu peux pas acheter de tabac. Sauf que quand t'es né après telle année, tu vas demander à un mec qui est né 2 ans avant, est-ce que tu peux acheter du tabac pour moi? Mais bon. C'est intéressant quand même, parce que je crois aujourd'hui, pendant des années, et là je vais pas me faire des amis, mais voilà, le lobby du tabac a été tel que même toutes les études scientifiques qui démontraient la responsabilité du tabac ont été balayées d'un revers de manche par ces fabricants, alors qu'aujourd'hui on a quand même la preuve de tout ça, quoi. Hein. Ouais. J'avais vu sur ça, mais c'est vrai sur le tabac, mais c'est vrai sur plein de choses, c'est que quand tu as une étude scientifique, entre guillemets médicale, qui prouve la nocivité de quelque chose d'autre, de quelque chose, et en fait, l'industriel ou le lobby va sortir 10 études en lien avec le tabac, en lien avec le gras, et prouver tellement de choses qu'on dira à la fin, en fait, on a 500 études, il y en a une qui dit que le tabac est mauvais, mais regardez toutes les autres, et donc tu t'es capable de... On a la même chose sur le sucre. Et tu utilises la science, quoi, le fait de dire, regardez, on a plein de données, on peut pas en prendre que de ça. C'est ce qui s'appelle noyer le poisson. Noyer le poisson. Voilà.
C'est quoi tes plus grandes fiertés de ces 12 ans dans la prévention? Euh, Je dirais deux fiertés. Une peut-être à titre personnel et une plutôt à titre collectif. Ouais. À titre personnel, c'est d'avoir accepté de repartir de zéro. Ok. Donc ça, c'est pas si facile que ça. Parce que tu viens d'être diplômé, tu as fait des études, tu es content, etc. Et tout d'un coup, tu repars de zéro et tu arrives dans un univers où, en fait, on se fout de ton diplôme et voilà. Et on te dit, mon gars, il faut que tu réapprennes et tu réapprends. Moi, j'ai commencé copywriter, c'est-à-dire vraiment rédacteur de base, quoi. Hein. Ouais. Mais j'ai énormément appris aussi. Ça, on en revient à ce que tu disais au début. Exactement. Et donc, pour moi, c'était une curiosité. Donc, après, j'ai progressé très vite. Mais en revanche, repartir de zéro et être capable de te dire, je suis capable de le faire. Tu vois, de redescendre et de repartir de zéro. Ouais. Et ça, tu verras, parce que je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, en fait. Donc, mais c'était la première fois que je le faisais. Donc, ça, c'est une petite fierté personnelle. Je comprends. Et avant de passer à la deuxième, ça t'a manqué un peu quand même le lien avec le patient, le soin? Ouais, honnêtement, oui. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. Parce qu'il y avait la nouvelle activité, il y avait pas mal de trucs et tout. Et puis après, j'ai quand même continué à travailler beaucoup dans l'univers de la santé. Donc, la santé restera le fil rouge de toute ma vie, mine de rien. Mais c'est vrai que le contact avec les patients m'a effectivement un peu manqué. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de recréer dans les relations que j'ai pu avoir avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Parce que là, je suis rentrée dans des entreprises qui n'étaient pas des mondes hospitaliers, qui n'étaient pas le monde de la santé. Donc, c'était différent. Mais je pense que je portais peut-être, en tout cas, j'ai essayé de porter en moi une relation, une qualité de la relation. Voilà. Ok. Et la deuxième fierté collective? La fierté collective, c'est d'avoir fait beaucoup de campagnes et d'avoir eu la chance de faire des campagnes à la fois avec des équipes, à la fois de créatifs, de gens. Si tu veux, j'avais deux pieds qui étaient très intéressants, un pied très rationnel et un pied très créatif. Donc ça, c'était passionnant. Donc j'ai eu la chance de lancer des tas de grands produits en France, des médicaments par exemple. Je ne vais pas te donner de nom de médicaments parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais j'ai lancé vraiment des très très gros médicaments, des anticancéreux, Viagra par exemple. Enfin, okay. Voilà. Mais et de l'autre côté, d'avoir fait aussi des très belles campagnes de prévention. Et d'avoir appris, alors qu'on n'avait pas le droit de faire de pub en France sur les médicaments, mais quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas dans d'autres pays, c'était très fréquent. Ouais. Et donc d'apprendre aussi à communiquer vers le grand public. Voilà. Donc la fierté, c'est d'avoir enfin d'être rentré au contact de la prévention, puisqu'on me disait depuis des années, ça sert à rien la prévention, ça n'existe pas, c'est pas de la médecine. Ouais. D'avoir commencé à vraiment lancer des premières grandes campagnes de prévention. Et entre autres, une qui m'avait vraiment beaucoup tenu à cœur, qui était une campagne qu'on avait faite sur la prévention sur la sécurité sociale. On parlait beaucoup à l'époque du trou de la Sécu, on en parle encore aujourd'hui malheureusement. Et on avait lancé une campagne de pub qu'on avait gagnée d'ailleurs, qui s'appelait la Sécu c'est bien, en abuser ça craint. Voilà. Et c'était dans les années 92-93, donc tu vois, ça date pas d'hier, et la Sécu, c'est un truc, c'est une idée formidable, ouais. Mais sur laquelle tout le monde tire, quoi, en fait. Ouais, le social, le partage, il y a toujours l'abuseur. Voilà, il y a tous les gens qui abusent. Ouais. Et c'est dommage, parce que c'est une idée formidable, mais c'est les abus et les excès d'abus aujourd'hui qui font que on se retrouve avec des difficultés, quoi. Voilà. Merci. C'est quoi cette troisième partie de la vie, alors, si on y passe Alors, la troisième partie de la vie, c'est qu'en fait, à la fin de ma deuxième vie, je dirigeais une des plus grosses agences santé de Paris, et j'ai vu apparaître les toutes premières problématiques de stress chronique au travail, les premières dépressions au travail, les premiers burn-out au tout début des années 2000. Je peux le marquer de façon très précise. J'ai vu aussi apparaître des accidents vasculaires cérébraux chez des gens jeunes, ainsi que des infarctus. Qui n'existaient pas avant. Non. On voyait pas, je dis souvent en rigolant, je dis souvent l'AVC quand j'étais un médecin, donc l'accident vasculaire cérébral. C'était une mamie qui avait 85 ans, qui se retrouvait hémiplégique dans son lit, mais elle avait 85 ans. Okay. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des personnes de 45, 52, 53 ans, et qui effectivement se retrouvaient avec un AVC, donc hémiplégique aussi. Tu peux rappeler ce que c'est un AVC, s'il te plaît? Alors, un AVC, tu as une bonne remarque. En fait, l'AVC, c'est quoi? C'est quand tu as soit un vaisseau de ton cerveau qui se bouche,
Et donc, tout le système d'irrigation du cerveau ne fonctionne plus. Donc, les cellules ne sont plus irriguées, donc elles meurent. Voilà. Et donc, quand tu as une partie de ton cerveau qui meurt, parfois, quand tu tombes sur un élément moteur, c'est l'hémiplégie, donc le bras gauche, le bras ou la jambe gauche ne fonctionne plus. Tu te retrouves avec des problématiques de langage, tu peux plus parler, tu peux plus écrire. Enfin bon, il y a beaucoup de symptômes différents qui peuvent arriver. Et en fait, les artères du cerveau, comme celles du cœur, sont les 2 premières qui se bougent parce que très logiquement, c'est les plus petites artères du corps, donc elles se bougent plus vite et plus facilement. C'est de la tuyauterie, pardon d'être aussi mécanique des fluides assez classique. Mais c'était un truc qu'on voyait pas. Ouais. On voyait pas des AVC chez des gens jeunes. Et là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tu te crois un expert de la prévention santé, mais qu'est-ce qu'on fait sur la prévention de la santé mentale? Ok. Et là, ça a été... Attends, c'est pas mental un AVC? C'est lié. C'est lié. Donc tu vois apparaître tous ces premiers symptômes parce que tu as du stress. Chez les jeunes et tu fais le lien avec le stress direct. Exactement, parce que tu as un stress direct. Alors, si je veux faire le lien de façon très scientifique, tu as un stress très fort, tu te retrouves avec une hypertension artérielle, ta pression qui pulse beaucoup plus, sur parfois, à cause du stress, une rigidité des artères, et donc ça peut soit boucher l'artère comme je l'ai expliqué là, soit faire exploser l'artère, parce que la pression est très forte. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on a vues vraiment apparaître de façon importante. Et là, je me suis dit, moi je faisais de la prévention de la santé physique. Je me suis dit, mais c'est quoi les causes? Pour revenir sur ce que je disais avec mon aspirateur, l'idée c'était d'essayer de comprendre les causes. Et là, je me suis rendu compte que les causes, elles n'étaient pas, ou très peu individuelles, qu'elles étaient beaucoup plus sur le collectif. Et là, je me suis dit, tout comme au travail, les médecins du travail ont mis 70 ans à inventer les outils de la prévention de la santé physique, c'est-à-dire en gros mettre un casque, des gants, des lunettes de sécurité, des bouchons dans les oreilles. Ils ont caréné les hommes, donc ils ont protégé les hommes, ils ont caréné les machines aussi pour éviter qu'il y ait des bras coupés. Et ça a été efficace, il y a eu moins de bras coupés. Mais en revanche, au tout début des années 2000, on voyait une baisse des accidents du travail. Mais qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Une augmentation des maladies professionnelles et en particulier des maladies mentales, des maladies dites de surcharge, des maladies de pression, parce qu'effectivement, le travail avait complètement changé. Le travail s'est accéléré, il s'est intensifié, il s'est complexifié. Et donc, avec tout ça, on s'est retrouvé avec des pathologies différentes, et en particulier des pathologies mentales, les fameux risques psychosociaux. Et là, je suis repartie de nouveau de zéro, je suis retournée à la fac, je me suis reformée sur toutes les pathologies mentales, sur le stress. Qu'est-ce que c'était que le stress? D'où ça venait? Juste pour le concret, tout en continuant à travailler. Donc tu travaillais, tu t'es dit, là il y a quelque chose qui est en train d'apparaître dans la santé publique. Il faut que je comprenne. Exactement. Il faut que je comprenne. Un aspirateur toujours. Voilà, c'est toujours l'histoire d'aspirateur. Je me suis dit, il faut que j'aille démonter ce truc-là. C'est génial. Okay. Voilà. Et puis après, je me suis dit, il va falloir inventer les outils de la prévention de la santé mentale. Comme on a inventé les outils de la prévention de la santé physique. Ok. Parce que tu as compris que ces maladies qui apparaissaient, donc tu l'as dit, c'est un monde plus complexe, plus stressant, c'était vraiment lié à la gestion du stress, à la santé mentale. Tu t'es dit, c'est tout ça, c'est dans la tête, et c'est ça qui provoque ces symptômes. Qu'est-ce que c'est que le stress, en fait? Voilà. Qu'est-ce que c'est que le stress? C'est un outil de défense de notre organisme, le stress. D'accord? C'est ce qui nous permet de nous défendre quand on se retrouve face à quelque chose d'inconnu, de différent, de trucs qu'on n'a jamais fait. Là, tout d'un coup, ou quand tu as une peur très très forte. Et là, ton corps, il est formidable, le corps. Il a 200 modifications biochimiques, physiologiques, psychologiques, pour que tu t'adaptes, en fait. Et le mot-clé avec le mot stress, c'est le mot adaptation. D'accord? Le stress, ça sert à s'adapter. Donc, c'est un super truc, le stress. La problématique, c'est qu'effectivement, quand tu as du stress et des pics de stress importants, quand tu reviens à la normale, pas de problème. Sauf que quand à un moment donné, tu as du stress trop souvent, que tu restes dans des pics très élevés de stress, on finit par avoir ce qu'on appelle le stress chronique. Et c'est celui-là qui est mauvais pour la santé. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de tout comment ça fonctionne, mais en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que ce stress-là,
ça entraîne non plus la fameuse décharge d'adrénaline qui est le pic aigu, mais ça entraîne en fait un travail beaucoup plus sur, j'allais dire, d'autres types d'hormones. Et c'est ces hormones-là qui peuvent être vraiment négatives pour la santé. Okay. Donc ça, je me suis dit, j'ai cherché à comprendre. Donc déjà, ne serait-ce que ces quelques phrases que je viens de te dire, c'était pas hyper clair nulle part. Donc j'ai essayé vraiment de me former, de reformer sur ces sujets-là. Les questions, tout ce que tu viens de nous dire justement sur le stress, on n'en parlait pas, le stress à l'époque? Parce que là, aujourd'hui, le stress, aujourd'hui, on en parle. Mais à l'époque, on en net, parlait très peu. C'était un truc, c'est fou. Très peu. Donc, il y a 25 ans, c'était quelque chose de... Et ça a toujours existé, le stress. Et je dis bien, le stress, c'est positif. C'est le stress chronique. Dont on avait une vie qui était plus lente. Le travail était moins complexe, je redis bien, il y avait moins d'intensification, il y avait moins de financiarisation de tout. Donc, clairement, là, on a pris d'écrans supplémentaires et les gens se sont retrouvés à plus avoir suffisamment de temps pour bien faire leur travail, en fait. Et ça les a mis dans des conflits aussi de valeurs. Et sur tous ces sujets, je me suis dit, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut travailler sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail et sur la qualité du management, de l'organisation, du travail humain dans une équipe. Voilà. Et ça a été quelque chose qui m'a complètement passionnée. Je me suis dit, bah voilà, encore un nouveau champ. Et tu vois qu'on est loin de la médecine au sens propre du terme. Et là, je me suis intéressée non plus seulement à l'individu, mais au collectif. D'accord. Aux équipes de travail. Quand tu parles de conditions de travail, d'organisation du travail, t'es sur le collectif. Pardon, excuse-moi. Donc voilà, si tu veux. Et là encore, passionnée, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer? Moi, je reste quand même une scientifique. J'ai une question, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Tu dis que tu pars au collectif, mais tu aurais pu te dire, le stress, c'est tout le monde est stressé, donc comment est-ce qu'on fait pour empêcher les gens d'avoir du stress, pour limiter le stress chez les gens? Et pourquoi t'as pris le parti de dire, je vais aller voir le collectif qui est la source du stress plutôt que soigner ce stress-là, on aurait pu imaginer gérer ça tout seul, dire tout le monde va faire de la méditation et super, il n'y a plus de stress. Bien sûr. Alors ça, c'était une façon de le faire. L'approche individuelle, c'est de dire, protégez-vous du stress. Apprenez à dire non, faites de la méditation, développez-vous en tant que... Voilà, faites du sport, etc. Et il faut le faire. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si tu ne fais que ça, et que tu remets ces mêmes individus toujours dans un univers, dans un environnement où de toute façon ils en prennent plein sur la tête en permanence, tu auras beau faire plein de méditation, tu ne t'en sortiras pas. Et donc je me suis dit, il faut aller traiter les causes originelles, c'est-à-dire l'organisation du travail. Donc t'as vu le problème et t'es allé chercher les causes du problème. Exactement. Qui était l'organisation du travail. Et donc c'est à ce moment-là que tu crées ton entreprise? Oui, c'est à ce moment-là que je recrée. Alors, j'avais créé une agence de pub entre-temps, mais bon, on va aller vite. Mais donc j'ai créé une société qui s'appelle Better Human, qui était une société dont la mission, puisqu'on a donné une mission à cette entreprise quand on l'a créée, était vraiment d'inventer les outils de la prévention de la santé mentale. Wow. Voilà. Tu devais être pionnière à l'époque de parler de santé mentale. On n'était pas très nombreux à l'époque. Effectivement, il y avait quelques cabinets justement qui étaient très proches des syndicats et qui ne traitaient que le collectif. Et de l'autre côté, il y avait des cabinets qui étaient dirigés souvent par des psychiatres qui, eux, ne traitaient que la protection de l'individu. Et moi, je me suis dit, mais non, il ne faut pas faire ou l'un ou l'autre, il faut faire les deux. Et donc on est arrivé, et mon côté très scientifique fait que moi j'aimais bien dire il faut qu'on me fasse un diagnostic avant de commencer à faire des traitements. Et donc j'ai mis au point un certain nombre d'outils de mesure, parce que je crois beaucoup à la mesure. Et en fait tu ne fais, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour toucher les gens, à un moment donné, il faut les mettre face à quelque chose de concret. Donc la mesure, être capable de mesurer. Et on avait des outils qui existaient au niveau international, être capable de mesurer les niveaux de stress chronique, à la fois individuel ou de celui de l'organisation, c'est ça qui fait prendre conscience aux gens qu'il y a un problème. Et quand ils prennent conscience, à ce moment-là, on peut commencer à traiter le problème. Ça ne sert à rien de traiter le problème s'il n'y a pas eu la prise de conscience. Comment tu as développé du coup tout ce service, toute cette solution? Comment tu allais voir tes premiers clients? Écoute, beaucoup de travail. Parce que là encore, je suis repartie complètement de zéro. Moi, j'étais très connue dans mon univers de la communication santé. Et je suis repartie complètement de zéro.
en me disant, et donc là, on a vraiment galéré. Hein. Je vais te dire, on a perdu quelques années, on a perdu d'ailleurs beaucoup d'argent. J'ai failli hypothéquer ma maison. Enfin bon, ça a été. T'avais trouvé des investisseurs ou t'avais investi ton propre Non, argent? on avait que des fonds propres. Okay. Alors c'est pas tout à fait vrai. On avait un petit peu de love money, comme on dit au début quand on démarre une boîte. Tu connais ça, Clément. Et donc il y a des gens qui nous ont un petit peu aidés à tenir, parce que décrocher les premiers clients, ça a été super dur. Parce qu'au début, il y a 20 ans, quand on arrivait sur ces sujets-là, les gens nous disaient, ouais, vous êtes des bisounours, laissez tomber. On n'a rien à y gagner, c'est pas un problème, en fait. C'est pas un problème, mais chez nous, il n'y a pas de stress, tout le monde va très bien. Et puis même s'il y en a qui vont un peu pas bien, c'est du dégât collatéral. Ouais. Et puis ça va pas changer quelque chose chez nous dans notre entreprise. Non, et puis c'est des fragiles. Ceux qui vont pas bien, c'est des fragiles. Et donc c'était balayé d'un revers de manche, là encore, de façon très, très. Et puis, petit à petit, quand ils ont commencé à voir que ça montait, qu'il y avait de plus en plus de gens, le dégât collatéral, il finissait par toucher 25, 30, 40% de leur population. Tout d'un coup, c'était plus du dégât collatéral. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que... Tu t'es accroché pendant ces premières années, tu t'es dit, du coup, il faut pas que je lâche. Oui. Enfin, comment... c'était très dur, on a failli fermer la boîte 3 fois. Hein. Ok. C'est pour te dire que voilà, dans une vie d'entrepreneur, il n'y a pas que des hauts. Hein. Il y a vraiment aussi des bas. Tu dis, tu n'as plus un rond sur les comptes, comment tu fais Et je sais pas comment... 3 fois, comment ça a continué? Comment ça s'est passé? Eh ben, je dirais peut-être la bonne étoile, mais qui fait qu'à chaque fois qu'on a été près de plier la boîte, on a eu une rencontre qui fait qu'il y a eu quelqu'un qui nous a fait confiance. Et on a décroché un premier très gros client. Ok. Et ça a été assez extraordinaire parce que, alors qu'on était une toute petite boîte, mais on arrivait avec des outils et des méthodes très nouvelles, très originales. Et donc, on a été... En France, on n'aime pas trop on est des moutons qu'on préfère quand c'est quelque chose de lancé. Exactement. Et là, il y a quelqu'un qui nous a fait confiance. Et franchement, ce premier client, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai encore remercié alors que ça fait 20 ans. Mais, donc, il souriait. Il m'avait dit, ouais, mais c'était génial votre truc, alors que personne ne le voyait que c'était génial. Et quand tu démarres, c'est pas évident. Voilà. Ce type-là, il nous a fait confiance. Et puis, petit à petit, voilà, on a réussi à décrocher après que des gros clients. En fait, on a eu que des très grosses boîtes qui sont venues, alors qu'on était une toute petite structure. Hein. On était 2, 3, 4 au départ. Et on avait des énormes clients. Donc c'était et des boîtes internationales, etc. Donc moi, je me baladais même après en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, pour essayer de vendre nos outils. Donc la belle histoire, il faut bien se dire que c'est pas tout de suite, quoi. Hein. Ça prend du temps au démarrage, et les premiers clients sont toujours les plus difficiles à gagner. Donc ça, c'est aussi un élément super important à voir. Mais en revanche, je pense qu'on croyait vraiment dans ce qu'on faisait. Okay. On croyait vraiment qu'il y avait un vrai problème de santé mentale dans les organisations et qu'il fallait changer la façon de faire les choses. Donc au début, ça change pas vite, mais aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de boulot à faire, il y a vraiment quelque chose qui est parti et qui est lancé. Et ça, tu parlais de fierté tout à l'heure, c'est aussi peut-être une de mes fiertés d'avoir contribué modestement avec mes équipes, parce qu'on n'est jamais tout seul, hein, à pouvoir faire changer vraiment les choses. Voilà. Merci beaucoup. Comment ça a continué cette aventure et peut-être comment ça s'est terminé avec Better Human? Alors, comment ça a continué? D'abord, je pense qu'on avait une petite équipe de gens qui étaient tout aussi convaincus que nous. Et franchement, les premiers salariés qu'on a eus étaient des gens vraiment super aussi, qui avaient vraiment envie. On était un peu des pionniers. Moi, je disais aux gens que je recrutais, venez, on va changer le monde du travail. Venez avec nous parce que c'est pour changer le monde du travail. C'est une belle mission. Voilà, c'était une belle mission. Donc les gens avaient envie. On a beaucoup travaillé. Hein. Honnêtement, ça a été des périodes extrêmement intenses, avec beaucoup de doutes, de remise en question, de nombre de fois. Je te dis, on s'est dit, on arrête tout parce qu'on n'avait plus d'argent. Quoi. Il y avait aussi ce côté-là. Et je me suis dit, mais je savais que cette cause elle était juste. Ouais. Voilà. Et je savais que les outils qu'on avait mis au point, ils fonctionnaient. Donc, il y avait un moment donné, il fallait que ce bon outil rencontre son marché. Quoi. Voilà. On était peut-être un peu tôt dans le marché, comme on dit, le time to market n'était pas là. Time to market. On était trop tôt. Et donc, on a un peu galéré au départ. On a même beaucoup galéré. Mais une fois qu'on a été... Je vais dire que quelques grosses boîtes nous ont choisis, et ça a été après... très vite, c'est-à-dire qu'après l'emballement s'est passé, voilà. Donc et franchement, je dis toujours ça aussi. On a eu des équipes formidables, des gens qui ont beaucoup travaillé avec nous, des partenaires. Et moi, je dis, c'est pas une entreprise, c'est jamais une personne. Hein. C'est vraiment une aventure.
humaine Mhm. et collective. Avec un bon manager. J'allais te demander du coup quels sont les conseils ou qu'est-ce que tu devrais donner comme conseil pour la santé mentale en général ou en entreprise? Pour des entrepreneurs ou pour des managers, pour des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans une entreprise et qui qui ont à gérer tout ça. Alors, deux conseils. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais d'abord, je dis toujours, c'est jamais le travail qui rend malade. Ok. Ce sont les conditions dans lesquelles on l'exerce. Donc, travaillez bien sur vos conditions de travail. Faites qu'il y ait un environnement de travail qui soit positif, dans lesquels les gens soient heureux, dans lesquels les gens apprennent des choses. Hein. C'est-à-dire que c'est très, très important aussi qu'il y ait de la compétence, Ouais. mais dans lequel aussi on soit dans une émulation positive. Okay. Voilà. Donc c'est pas tant l'activité concrète de est-ce que je tape sur un marteau, est-ce que je suis dans mon ordinateur, est-ce que je fais des réunions, qu'important c'est ce qu'il y a autour de ça. Alors, je dis toujours, hein, la compétence est très importante. Ouais. Et il faut de la compétence dans une entreprise. Mais en revanche, c'est pas le travail en soi qui rend malade. Parce qu'on peut travailler beaucoup. On a des compétences et des capacités de travail hors normes. L'être humain, il s'en découvre, c'est hallucinant d'ailleurs même. On est presque sans limite. Ce qui est pas tout à fait vrai. Mais en revanche, dès que les conditions de travail sont pas bonnes, à ce moment-là, l'être humain, il craque. Donc, il faut prendre du temps sur les conditions dans lesquelles on travaille, sur l'organisation du travail, permettre à chacun, quand je parle d'organisation du travail, c'est en fait permettre à chacun de pouvoir donner le meilleur de lui-même dans son job. Et d'être fier de ce qu'il fait, en fait. C'est-à-dire de permettre à chacun de faire un travail de qualité. Ça, c'est fondamental. Très intéressant. Faire un travail de qualité, pourquoi c'est essentiel? Parce que quand on fait un travail de qualité, Clément, on est fier de ce qu'on fait. Et quand on est fier de ce qu'on fait, ça crée de l'estime de soi. Ouais. Et ça, c'est ce que j'appelle le vrai bonheur au travail. Moi, je me bats contre toutes les conneries, qu'il y a dans les entreprises, les after-work, les corbeilles de fruits, les tables de ping-pong, les baby-foot. Enfin, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est bien. Tu as tout à fait raison. Mais non seulement c'est pas suffisant, mais même souvent c'est une excuse. Beaucoup de boîtes mettent ça en place en disant avec ça ils auront ce qu'il faut pour la qualité de vie au travail. Ouais. C'est faux. C'est faux. La première chose essentielle, c'est de permettre à chacun de vos collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes et de leur permettre de faire un travail de qualité. Parce que ça crée vraiment du bonheur. Et moi je me bats contre tous les happy trucs, comme je dis souvent, qui sont moi, j'adore aller jouer. J'avais un baby-foot, j'adore aller jouer au baby-foot. Ce que je veux dire, je ne veux pas non plus dénigrer ça du tout. Mais si on fait que de la méditation et qu'on propose de la sophrologie à des salariés, alors qu'on continue à leur en mettre plein sur la tête et pas mettre des bonnes conditions de travail et pas leur faire confiance, c'est-à-dire avoir un management plutôt de command and control que un management par la confiance, vous aurez beau mettre tout ça, ça ne servira strictement à rien. Ok. Voilà. Donc tu donnes la capacité de faire du bon travail, ce qui permet d'être fier, ce qui permet d'avoir envie de recommencer, quoi. Exactement. Comment en tant que manager tu fais ça? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour moi le plus important, c'est de dire à quelqu'un, tu as un domaine de compétence. Dans ce domaine de compétence, je te fais confiance. Ok. Si tu sors de ton domaine de compétence, en revanche, viens me voir. Ok. Alors, tu peux le faire tout seul, mais sache que moi, je serai toujours là. C'est-à-dire que je veux absolument que quand tu sors de ton domaine de compétence, tu ne te noies pas, que tu ne te fasses pas de mal, et donc, n'y va pas forcément tout seul. Tu peux peut-être y aller un petit peu tout seul, mais attention, parce qu'effectivement, à ce moment-là, tu prends effectivement des risques. Et c'est bien de prendre des risques dans une boîte. On a besoin de gens qui prennent des risques. Ouais. Mais il faut être accompagné. Parce que moi, j'ai vu trop de gens prendre des risques et pas du tout être accompagnés, être laissés tout seul face à ça, et là, se retrouver dans des grandes difficultés. Donc, faire confiance, c'est le premier élément fondamental. Ce qui laisse une liberté en plus. Exactement. C'est une autonomie, mais ce que j'appelle une autonomie reliée, c'est-à-dire c'est pas une autonomie do it yourself, c'est-à-dire en gros démerde-toi. C'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est vraiment faire confiance à quelqu'un dans son domaine de compétences et être capable de l'accompagner pour qu'il progresse et qu'il élargisse son domaine de compétences, justement. Et ça rejoint ce que tu parlais d'évolution, quoi. C'est
Permettre à quelqu'un d'évoluer aussi. Exactement. Et c'est super important d'évoluer. Hein, parce que ça, quand tu permets aux gens de grandir, tu leur permets effectivement d'être beaucoup plus heureux, plus fiers d'eux-mêmes. Là encore, on revient sur la fierté et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un truc fondamental. Ce que tu viens de dire, ça me vient de se faire penser à un souvenir trop génial que j'avais eu avec Epilab dans la startup que j'avais fondée, une collaboratrice, comme on dit, qui a en fait un des one-to-one, donc une des réunions mensuelles ou hebdomadaires, qui me dit, écoute, je suis trop heureuse parce que j'ai appris plein de choses et j'ai grandi grâce à ça. Et je crois que c'est une des choses qui m'a rendu plus heureux, quoi. Bien sûr, c'est un formidable moteur. C'est un mot, et c'est un cadeau qu'une entreprise peut faire à quelqu'un, parce que l'entreprise, elle te paye. Bien sûr. Donc et c'est peut-être pour ça aussi que tout le monde fait pas cet effort de dire, je vais faire ça. De toute façon, c'est moi qui le paye. Qu'est-ce que j'ai à gagner à le faire grandir? C'est juste qui doit me payer à faire grandir. Je parle en réfléchissant, donc c'est pas forcément non, mais c'est très juste ce que cohérent, tu dis. C'est très juste ce que je dis. Mais ça veut dire aussi que quelque part derrière quelqu'un que tu fais grandir, tu lui permets de se développer, donc de gagner aussi en autonomie. Ouais. Il est meilleur après, c'est vrai. Et ça, c'est très important. Et en même temps, tu crées un attachement. C'est-à-dire que tu es heureux. Dans ces cas-là, tu as envie de rester dans cette boîte. Tu as envie de continuer à créer. Si quelqu'un te fait confiance... Tu lui fais confiance aussi. Tu lui fais confiance. Voilà. Et la confiance, elle doit être réciproque. Moi, je vois tellement de managers qui font pas confiance et qui sont que dans le contrôle en permanence. Ça me tue encore aujourd'hui. Ça vient... Ouais. Je pense que ce genre de choses, il y a aussi un problème de santé mentale du manager dans ce cas-là, qui lui-même ne fait pas assez. Ouais, alors il y a même des gens qui me disent mais il y a des gens qui sont pas capables en fait d'accepter une autonomie et qui veulent des règles. C'est vrai. C'est vrai aussi. Il y a tout le. C'est vrai aussi. Donc d'où l'importance pour un manager de pas avoir qu'un style de management. Tu t'adaptes aussi à la personne que tu as en face de toi. Donc tu as des gens à qui tu peux donner beaucoup d'autonomie et d'autres à qui tu peux pas en donner beaucoup tout de suite. Mais c'est toujours bien d'essayer de les développer dans le sens de l'autonomie, quand même. Il me semble que c'est un conseil que tu nous avais donné et que moi, j'appliquais pas du tout en tant que manager. J'avais une philosophie je suis très gentil, je demande s'il te plaît de faire quelque chose, et je pense que c'est toi qui nous avais dit non, mais il faut s'adapter à la personne. Certains veulent s'il te plaît, ils veulent aucun ordre, d'autres ont besoin d'ordre, et en fonction du moment de ton entreprise, si t'es en crise, faut donner des ordres, si t'es en détente, pourquoi pas laisser plus de liberté. C'est important. Moi, je crois, tu vois, il faut pas être gentil en entreprise. Il faut être juste. Ok. C'est beau. Il faut être juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir des relations justes avec les gens et authentiques. Moi, je crois que les gens, c'est aussi une façon de les respecter, tu vois. Moi, les gens trop gentils, je m'en méfie un peu, quoi, tu vois. Et c'est peut-être un peu... mais... Et alors, je dis pas qu'il faut pas être gentil du tout, hein, je vais pas non plus... d'ailleurs dans les personnes gentilles que je connaisse. Non, mais je sais pas si je suis quelqu'un de gentil d'ailleurs, mais en revanche, j'essaie d'être super juste. Quoi. Ça, c'est vachement important. Ouais. Je comprends, merci. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes auditeurs qui arrivent dans le monde du travail aujourd'hui, ou qui sont dans le monde du travail? Qu'est-ce que, toi, après 30 ans, qu'est-ce que toute ton expérience a pu t'apprendre? Lié à la santé mentale ou pas forcément, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à... Moi, je dirais... T'as tout ton temps. Oui, je réfléchis parce que c'est pas évident. Je dirais, forgez-vous une compétence. Ok. Déjà, forgez-vous une compétence, c'est-à-dire apprenez. Moi, je vois trop de gens qui vont pas bien parce qu'ils n'ont pas la compétence. Donc déjà, on parle beaucoup des soft skills aujourd'hui, et c'est super important. Mais dans un métier, il y a un savoir-faire. Et donc, derrière le mot savoir-faire, il y a le mot savoir. Donc, il faut qu'il y ait de la compétence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, il faut que vous fassiez, vous mettiez votre compétence dans un univers dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous vous faites plaisir, dans lequel vous êtes heureux. Voilà. Tu vois. Moi, je commence pas par dire, choisissez d'abord le bonheur. Ouais. Parce que il faut aussi gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, voilà, il faut un minimum de compétences pour qu'on vous paye pour quelque chose. Ouais. Voilà. Et c'est pas juste en faisant des sourires qu'on va vous payer.
Voilà, pardon de le dire aussi brutalement. C'est vrai. Mais et j'aime bien rappeler la compétence parce que ça, c'est vraiment un élément qu'on a tendance à perdre aujourd'hui parce que les gens vont très très vite. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à force d'aller vite, et ben en fait, les gens sont plus du tout en profondeur sur rien. Donc, on a l'impression que tout le monde est en superficie, c'est du surf en permanence, mais il y a plus de fond. Et des fois, bah voilà. Je suis désolée, mais quand on fabrique un avion, il faut qu'il y ait 2 ailes, il faut que les boulons soient bien vissés, donc il faut qu'il y ait de la compétence. Quel que soit le métier qu'on fait, il y a un savoir, il y a un savoir-faire et il y a un savoir-être. Voilà. Donc le savoir-être est essentiel, hein. Et on se dit aujourd'hui qu'avec l'intelligence... Générique peut-être. Enfin, le savoir-être est peut-être pas générique. Je sais pas si le générique est le bon terme, mais il y a un savoir-être. C'était ma question d'après, c'était quels sont les piliers finalement des soft skills, alors que ce que tu dis, c'est que la compétence, elle est précise et spécifique à ce que tu fais en fait. Bien sûr. Mais tu vas pas chez le coiffeur si la nana elle sait pas te couper correctement les cheveux, quoi. Tu vois, même si elle est gentille et qu'elle te parle de tas de trucs pendant 2 heures, mais si tu sors de là et que t'as pas une coupe correcte, bah t'y retourneras pas. Voilà, donc et franchement, je prends l'exemple du coiffeur parce que c'est un truc très concret et qu'on a tous ça. On a besoin de compétences. Alors oui, évidemment, si le coiffeur ou la coiffeuse sont sympas et qu'ils te parlent de plein de trucs en même temps, bah c'est génial. Mais s'ils te parlent que de plein de trucs et que tu sors avec une coupe de merde, tu retourneras pas. Voilà. Donc il faut de la compétence dans les métiers. Et ça, c'est un point, je trouve, que les jeunes, et il n'y a pas que d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, hein. Mais aujourd'hui, comme tout va vite, ils vont pas en profondeur et ils perdent beaucoup de temps. Et je leur dis souvent, mais ils disent c'est pas grave, je vais recommencer quand j'ai fait un truc trop vite et qui est pas bien fait. Leur grand truc, c'est de dire ah bah je vais recommencer. Mais on perd un temps fou. Moi, je leur dis mais pourquoi vous essayez pas de faire bien du premier coup, quoi. Voilà. C'est pas Et mal. ça, c'est un truc aussi que je trouve qui manque Alors, je sais pas, tout le monde me dit ouais, c'est les jeux électroniques qui font que bah c'est pas grave, ils ont été formés à ça, et donc ils vont dans un endroit, on leur dit bah non ça marche pas, c'est pas grave, tu repars ailleurs. Donc ça donne une capacité d'adaptation incroyable, mais quel temps perdu des fois. À refaire 10 fois les trucs. Moi, ça me fatiguerait de refaire 10 fois les mêmes choses, quoi. Voilà, donc c'est juste peut-être que c'est pas fait pour moi. Non, je comprends très bien ce que tu dis. Et en te connaissant un peu, je vois pourquoi ça te touche. Sur un tout autre sujet, comment tu vis aujourd'hui les crises qu'on traverse en tant que civilisation? Je parle de la crise écologique, mais je pense qu'elle est englobée dans une crise beaucoup plus globale, quoi, d'humain. Et tu m'as toujours dit, Clément, l'important c'est l'humain. Pour tout ce qu'on vient de se dire, mais pour plein d'autres sujets. Comment tu vis ça, toi? Bah, c'est intéressant, hein, de voir toutes les crises qu'on vit et de voir à quel point aussi notre génération et les générations après nous, là, on est fragile face à ces crises. Parce que on n'a pas vécu de très grandes guerres comme nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, on se retrouve face à des crises qui sont quand même des crises importantes, hein, la crise du Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, la crise économique qui se vit mal parce qu'effectivement les gens ont du mal aujourd'hui, hein, c'est compliqué. Je trouve que se nourrir correctement aujourd'hui, ça coûte cher. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir. On pensait qu'avant la nourriture c'était accessible facilement et que ça coûtait pas grand-chose. Tout d'un coup, ça reprend une part très importante dans nos budgets. Tu parles pas de la destruction de l'environnement, alors si justement la crise écologique, voilà, c'est la dernière crise que j'avais abordée, c'est la crise écologique qui est fondamentale, hein, parce que comme je dis toujours, des plans B on en a plein, mais des planètes B on en a pas. Donc faut faire attention. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir été élevée quand j'étais on va faire vachement attention à la planète. Et aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui effectivement sont très très anxieux, là j'ai une autre problématique, c'est que toutes ces crises entraînent un niveau d'anxiété très élevé. Et c'est ces niveaux d'anxiété qui paralysent les jeunes aujourd'hui. Et moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont en dépression, donc on revient sur la problématique de santé mentale, à cause de toutes ces peurs accumulées les unes derrière les autres. Et je leur dis, mais arrêtez d'être dans la peur. Agissez. L'action, c'est un très bon antidépresseur. L'action, ça empêche la dépression.
Donc pour moi, je leur dis plutôt que d'être paralysés par la peur, par l'anxiété de tout ce qui arrive, bah, choisissez vos combats. Ouais. Allez combattre, sur l'écologie, sur un certain nombre de sujets. Battez-vous. Voilà. Je crois que chaque génération a ses combats et je pense que l'écologie c'en est un formidable. Je pense que voilà, on a sans doute, sans aucun doute fait des erreurs et nos générations en ont fait. On continue à en faire. Et on continue à en faire. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on a mis en place tout un progrès dont on pensait qu'il nous apporterait du bien-être et des bienfaits, et ça nous a apporté certains. Mais aujourd'hui, cet excès en fait de bienfaits apporte beaucoup de chimie, beaucoup de problématiques, et on se rend compte que l'environnement est très pollué, que quelque part, ça nous entraîne beaucoup de maladies. Et aujourd'hui, on voit une montée de l'asthme, des maladies allergiques de dingue. Des bronchopneumopathies chroniques obstructives, pardon pour ces mots un peu compliqués, mais en gros des vraies problématiques pulmonaires. Or, le principal élément de notre corps humain, c'est la respiration. Si on respire plus, on meurt. Voilà. Donc, tout ça est très lié. Donc moi, je dirais, toutes ces crises-là, je pense qu'il faut agir. Moi, je pense que c'est l'action qui nous permettra de nous en sortir. Moi, je reste très confiante dans la jeune génération parce que je pense que vous allez trouver des tas d'idées, des tas de solutions. Je te parlais du cancer en disant que voilà, on était mauvais dans le cancer quand j'ai démarré. Aujourd'hui, on est bien meilleur. On guérit plus de la moitié des cancers et on a permis à cette maladie qui était une maladie aiguë de devenir une maladie chronique. C'est-à-dire on vit avec un cancer pendant des années aujourd'hui, et plutôt pas mal. Voilà. Et donc, je me dis, face à toutes ces problématiques-là, vous allez trouver des solutions. Moi, j'en suis intimement persuadée. Donc, voilà. Mais allez-y, quoi. Mettez-vous dans l'action. Ne restez pas dans la dépression. Parce que je vois trop de jeunes déprimés aujourd'hui, trop de jeunes qui ont l'impression de plus pouvoir avancer, quoi. Moi, c'est ça qui me rend dingue. Alors que quand on est jeune, on devrait au contraire rêver du futur, quoi. Ouais, rêver le futur, quoi. Et mordre dans la vie. Des fois, je me dis, notre jeunesse va pas si bien que ça, quoi. Donc, clairement, il faut qu'ils se mettent dans l'action, quoi. Ouais. Et sur la jeunesse, c'est pour ça que je te parlais de l'association avec laquelle je travaille, avec Déborah, qui était à ce micro, et elle m'expliquait, ils ont appelé leur association les Canaris de la mine, parce que le canari était, on l'emmenait dans les mines, et dès qu'il arrêtait de chancer, c'était le premier touché parce que c'était plus fragile, et donc là, il fallait remonter très vite. Ouais. Et elle, ce qu'elle dit, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est, en fait, toutes les folies que le progrès a engendré, tout ce qui, de la société, tout ce qui est néfaste, touche beaucoup plus puissamment les jeunes que nous qui sommes adultes, qui sommes plus stables. Et donc, notamment dans la santé mentale, comme tu dis, il y a des dépressions dans tous les sens. Et c'est des premiers symptômes de quelque chose qui peut être beaucoup plus dur, quoi. Mais je partage ce que tu dis. Il faut pas fermer les yeux sur la réalité des crises, mais faut se mettre en mouvement. Faut se mettre en mouvement. Ouais. Voilà. Moi, le message que je dirais aujourd'hui à la jeunesse, c'est travailler pour avoir une compétence, quelle qu'elle soit. Un bon boulanger, c'est super important. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut faire du mauvais pain? Là, je me dis, mais c'est pas possible. On a des fours on a des trucs formidables. Tous les boulangers aujourd'hui devraient faire de l'excellent pain, quoi. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui font du mauvais pain? C'est un truc. Ça fait partie des trucs que je me pose. Donc, de la compétence. Ouais. Évidemment, de la relation humaine, parce que je pense qu'effectivement... Et le Covid nous a aidés là-dessus, parce que je trouve qu'il a recréé quelque chose qu'on avait peut-être un peu oublié à tort. Le lien. C'est indispensable. Le lien. C'est le truc le plus important. Ouais. Pour moi, dans la vie aujourd'hui, et je crois, et je vais finir peut-être, je sais pas quelle heure il est, mais si, je vais peut-être finir là-dessus parce qu'il y a une très très belle étude qui a été faite, qui a duré 75 ans à Harvard, et qui montre en fait que qu'est-ce qui fait que les gens vivent plus longtemps et vont bien dans leur vie. Ok. Et sur 75 ans... Ça, c'est ce qu'on mesure. On se dit, ok, comment vous allez aujourd'hui dans votre vie sur... ok. Voilà. Et donc, on va dire... Quels sont les facteurs qui font que les gens vont vivre vieux, en bonne santé et heureux? Est-ce que c'est le fait d'avoir été riche? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu de la gloire? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu tout ce qu'on voulait? Alors, je passe un peu vite, parce qu'il y a énormément de critères. C'est complexe. Et en fait, le seul élément qui est discriminant, c'est la qualité de la relation humaine.
qu'on a avec les gens qui nous entourent. Voilà. Et moi, je voudrais finir là-dessus pour dire que ce qui compte le plus, en fait, c'est la qualité de la relation humaine. Et ça, dans nos sociétés où il y a une très forte montée, il faut le dire aussi, de l'hyper-individualisme, retrouver du collectif, retrouver une qualité du lien, ça aussi, ça rend heureux, ça fait du bien. Et quand on se fait du bien, on vit mieux et on vit en bonne santé. Et je termine par une phrase de Voltaire que j'adore qui dit « J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Voilà. Et donc pour moi, ça c'est super important de choisir, et c'est un choix de choisir d'être heureux, de choisir d'être dans l'action, de choisir d'être dans la qualité de la relation. Et c'est super important parce que c'est aussi bon pour la santé. Et tu vois, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée en disant que la santé, c'est aussi un truc super précieux qu'on a tous, sur lequel on ne fait pas toujours attention à notre santé, en fait. Malgré toutes les préventions qu'on a. Voilà, malgré le fait que tout le monde dit que c'est un bien le plus précieux, mais en fait, on n'y fait pas si attention que ça. Voilà, donc prends soin de toi, Clément. Peut-être c'est le dernier mot pour moi. Un immense merci, Florence. Merci à toi, Clément. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!